Le gouvernement a du mal à faire adopter le projet de loi 018/2014 relatif aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes dans le basculement de la commune urbaine d'Antananarivo en 6 communes. Le ministre de l'Intérieur a catégoriquement affirmé que la nouvelle loi sur la décentralisation ne projette pas de diviser Antananarivo. Yorumbe, Petsbouk et Punglav, ces 3 régions disposent du plus petit effectif en termes de médecins selon l'Ordre national des médecins. La ville de Donetsk est toujours encerclée par l'armée. Résultat, la situation humanitaire dans le centre se dégrade. Bonsoir, bienvenue sur Coup TV pour ce journal. Le gouvernement a du mal à faire adopter le projet de loi 018/2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, dont le basculement de la commune urbaine d'Antananarivo en 6 communes. La séance plénière prévue se tenir aujourd'hui pour l'adoption de ce projet de loi a été reportée pour demain. Les travaux de commission ont déjà commencé cet après-midi avec le ministre de l'Intérieur, Souleymane Jasmin. Le ministre de l'Intérieur a catégoriquement affirmé que la nouvelle loi sur la décentralisation ne projette pas de diviser Antananarivo. Ces nouvelles dispositions permettent au peuple d'exercer leur pouvoir, explique-t-il, et que c'est un acte d'innovation, vu que ça fait déjà 20 ans qu'on n'a pas touché aux lois sur la décentralisation. La coopération entre les collectivités territoriales décentralisées et les représentants de l'État est clairement précisée dans ce projet de loi du gouvernement, réitère le ministre de l'Intérieur. Il a aussi ajouté que les amendements venant des parlements sont les bienvenus, mais il ne serait plus possible de faire marche arrière après l'adoption. L'ambiance lors des travaux de commission a été chaude. Selon nos sources, certains groupes parlementaires ont été stricts sur les amendements qu'ils veulent apporter à ce projet de loi. La tentative de faire revenir Marc Ravelman à nos pays a une fois de plus avorté. La table ronde entre les 4 anciens chefs d'État et l'actuel occupant d'Amboïs-Rouitch n'aura finalement pas lieu demain. Les membres du Comité pour la réconciliation nationale ou CRN maintiennent toutefois que la rencontre entre ces chefs d'État reste la seule issue à la crise politique. Reportage. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière fois que le retour de l'ancien président Marc Ravelman avorte. Ce retour conditionne pourtant la tenue de la table ronde que devait organiser le CRN demain. Reporté, aucune date n'est encore fixée pour un nouveau sommet des présidents. Effectivement, la date du 20 août a été annoncée. Ce n'était pas tout simplement dans un but d'effet d'annonce, mais c'était pour inciter tout un chacun et surtout toutes les entités qui voudraient bien se serrer les coudes, se donner la main pour pouvoir réaliser ce processus de la réconciliation nationale. Selon le Comité pour la réconciliation nationale, l'heure n'est plus à la recherche de structures pour une réconciliation. Leur proposition a déjà été soumise à l'État au mois de juillet dernier dans une feuille de route qu'ils ont dressée. Il faudrait d'abord dépasser tous ces obstacles et ensuite convaincre tous les anciens chefs d'État et les actuels dirigeants pour comprendre ensemble que la réconciliation nationale n'est plus seulement une nécessité impérieuse, comme le dit la Constitution, mais un tournant incontournable si nous voulons assurer la refondation non seulement de l'appareil étatique, mais en même temps aussi pour rétablir la confiance entre le peuple et la structure étatique. Le CRN n'est pas la seule entité à se lancer dans l'aventure de la réconciliation.
Un autre comité, sous la tutelle du ministère de la Communication et de la relation avec les institutions, est également sur les rails pour dresser une feuille de route de la réconciliation nationale, apprend-on de sources sûres. Le FFM est la seule entité disposant de l'appui financier de l'État. Ces réalisations se limitent actuellement à l'amnistie et à la recherche de solutions pour les problèmes dans le Sud. Fausse alerte, le virus Ebola n'est pas encore entré à Madagascar et que les informations qui ont circulé depuis hier ne sont que des rumeurs. D'après le Premier ministre Kool Roger, ce n'était juste qu'un cas de forte fièvre. La sécurité a été renforcée depuis hier et cela se manifeste par des fouilles sur les étrangers qui arrivent à l'aéroport international. Mais on n'en est pas encore dans la mise en place des zones de mise en quarantaine. Les explications. L'une des priorités est la réalisation des formations pour le personnel de santé et des équipes médicales qui doivent être en première ligne pour assurer la détection et la prise en charge des cas. Ces actions ne s'improvisent pas. Il faut des ateliers de simulation pour dérouler l'ensemble de la procédure. Répéter les gestes selon les règles de l'art pour que ce soit naturel quand il faut vraiment intervenir. Hier dans l'après-midi, avec l'appui de l'équipe technique de l'Institut Pasteur de Madagascar, nous avons effectué les analyses chez un ressortissant malgache de retour de Libéria, un des pays touchés par l'épidémie. À l'examen clinique, la personne ne manifeste aucun signe évocateur de la maladie. Avec le consentement de l'intéressé, un prélèvement de sang a été effectué. La polymérase chain reaction, ou PCR, un test très sensible pour détecter la présence du virus Ebola, a été effectué à l'Institut Pasteur de Madagascar dans la nuit même. Les résultats sont négatifs. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous ne devons rien négliger durant cette phase de préparation. Iorombe, Bezbouk, Bunglav, ces trois régions disposent du plus petit effectif en termes de médecins selon l'Ordre national des médecins ou ONM. Elles ont moins de 1% du nombre de médecins officiants à Antananarivo. Il est également urgent pour Madagascar de recruter des paramédicaux. Cette année, 447 postes budgétaires sont affectés au ministère de la Santé. Ils seront répartis à travers tout le pays. C'est Jack Ravonierson. Madagascar compte actuellement 4500 médecins selon l'Ordre des médecins de Madagascar. 60,53%, soit 2724, sont affectés à la capitale. Après Antananarivo, le docteur Eric Anjenasoul, président de l'Ordre des médecins, explique que ce sont les régions Iorombe, Bezbouk, Bunglav qui sont les plus handicapées par le manque d'effectifs médicaux. Cette situation prouve que la manière dont le corps médical est déployé laisse à désirer. Le ministère de la Santé publique compte justement remédier à cette lacune en attribuant 447 postes budgétaires au recrutement de médecins. Ils seront affectés aux 113 centres de santé de base du pays, mais en dehors des médecins généralistes, un inventaire des médecins spécialistes est également en cours, explique le Premier ministre et non moins ministre de la Santé publique. Jusque-là, aucune précision ne mentionne combien de médecins, de paramédicaux et de sages-femmes seront recrutés avec ces 447 postes budgétaires. À l'heure actuelle, le redéploiement de nos corps médicaux est nécessaire, vu que Madagascar s'approche des normes avec un médecin pour 5200 personnes. La norme de l'OMS impose un médecin pour 5000 personnes. Les derniers chiffres font également état de 500 médecins spécialistes avec 50 nouvelles recrues par an au sein des écoles spécialisées. Afin de dresser une meilleure politique de la santé, le ministère convoquera une table ronde avec les écoles de médecine et les universités. En 2 ans, les aides humanitaires venant des secteurs privés ont atteint les $400 000. Ce n'est qu'une infime partie du besoin annuel pour faire face aux catastrophes naturelles. La participation citoyenne a été sollicitée lors de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Reportage. Les besoins annuels s'élèvent à $36 millions,
pour faire face aux catastrophes naturelles, mais le budget annuel consacré à la subvention des sinistrés ne cesse de baisser. 600 000 sinistrés ont été pris en main l'année 2008. Il n'en reste plus que l'écart pour cette année. Mais le budget pour l'année 2015 prochaine est déjà prête. Jusqu'ici, la coopération entre Madagascar et les Nations Unies ont été fructueuses, selon la représentante du PNUD. 35 000 personnes ont reçu une assistance humanitaire après le passage du cyclone Hélène. 422 000 autres personnes en situation d'insécurité alimentaire depuis le mois de septembre 2013 ont bénéficié des aides humanitaires, et cela jusqu'au mois de juin dernier. À part les aides venant de l'État, le secteur privé apporte aussi leur touche. Et la contribution financière du secteur privé aux actions humanitaires à Madagascar pendant les 2 dernières saisons cycloniques s'élève à plus de 400 000 $ américains. Outre cet appui financier, le secteur privé intervient également sous forme de contribution en nature, en mettant par exemple à la disposition des acteurs humanitaires des heures de vol d'hélicoptère, des vedettes rapides, gratuites pour les besoins des évaluations et des réponses aux catastrophes, le déploiement des secours d'urgence, etc. La célébration de la Journée mondiale des aides humanitaires s'est tenue aujourd'hui au siège de la BNGRC. La participation citoyenne a été vivement sollicitée. Selon les statistiques, les membres du Croix-Rouge ont atteint les 40 000 personnes de bonne volonté. Et on passe aux actualités internationales. La ville de Donetsk est toujours encerclée par l'armée. Résultat, la situation humanitaire dans le centre se dégrade. Depuis 48 heures maintenant, le courant a été coupé. Les responsables accusent Kiev de vouloir créer une situation de blocus pour mieux s'emparer de la localité. France 24. Les flammes ont tout ravagé. Depuis, Petro déblaye tant bien que mal ce qu'il reste de sa maison de famille. Heureusement, il n'y avait personne quand les obus sont tombés. 6 au total. Les impacts sont visibles. Et il est formel, les tirs venaient des positions ukrainiennes. Bien sûr, on sait qui a fait ça. Ça venait de l'aéroport. Il est aux mains de l'armée depuis mai. Et il tire sans cesse de là-bas. Les éclats de ces obus, eux, ont touché les bâtiments alentours, comme cette église. Voilà les petits bouts qui sont restés. C'est du métal, tiens, prends-les. Tu peux les peser. Et ça a volé partout, sur tout le quartier. Nous prenons la route, les rues sont désertes, et un peu partout, ces traces laissées par les bombardements de la veille. Regarde là-bas, ça c'est le palais des sports et de la jeunesse, toutes les vitres ont été soufflées. Mais pour Tatiana, chauffeuse de taxi, difficile de nommer les responsables. L'armée est invisible. En revanche, des hommes en armes comme ce combattant circulent partout en ville. Ça c'est un bazooka, t'imagines? Et tu vois ça souvent en ville? C'est plutôt rare, ça veut dire qu'ils rentrent de mission. Les rebelles surarmés, eux, rejettent toute faute sur Kiev. Dans un bar branché de Donetsk, nous retrouvons l'un de leurs leaders, entouré de ses hommes. La catastrophe humanitaire s'étend en plus des problèmes d'eau. L'approvisionnement en nourriture devient très difficile. Le but de l'armée de Kiev, c'est de nous mettre en situation de blocus. Et je dois dire qu'ils ont partiellement réussi. Et alors que l'armée se rapproche, beaucoup s'attendent à de féroces combats. Ce qu'ils surnomment ici la bataille de Donetsk, pour savoir qui des deux camps pourra asseoir sa souveraineté sur ce territoire. Lorsque vous vous lancez dans une recherche sur Internet, la plupart du temps, peut-être même sans vous en rendre compte, vous utilisez Google. Depuis sa création, le 19 août 2004, Google a réalisé une détonnante entrée en bourse. L'entreprise, née dans un garage de Californie, a connu une progression vertigineuse et fait partie, 10 ans après, des géants de l'économie mondiale. Reportage de France 24. À ses débuts, Google, c'est ça, un simple moteur de recherche sur Internet. Aujourd'hui, c'est la 3e entreprise la plus cotée au monde. Une progression des plus fulgurantes. En août 2004, Google n'a que 6 ans d'existence lorsqu'elle fait son entrée au Nasdaq. Prix de l'action ce jour-là, 85 $. En 10 ans, elle s'échange parfois 10 fois plus cher, plus de 580 $ aujourd'hui. Une décennie après sa mise en bourse, le géant américain emploie 52 000 salariés. C'est 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Chiffre d'affaires attendu cette année, 67 milliards $.
le résultat d'une métamorphose. En une décennie, Google est devenu un géant high-tech, grâce au rachat notamment du système d'exploitation d'Android, de Maps et du site d'hébergement de vidéos YouTube. Au total, la firme américaine s'offre près de 250 sociétés. Un pari sur l'avenir et les objets du futur dits intelligents, exemple les Google Glasses, les lunettes connectées ou encore les robots de plus en plus sophistiqués. Avec 1 milliard de recherches par jour, la suprématie de Google sur la toile rime aussi avec controverse. Respect de la vie privée et des données personnelles, censure de l'information, abus de position dominante, l'empire Google est dans le collimateur de la Commission européenne. Des dizaines de milliers d'utilisateurs lui réclament aujourd'hui un droit à l'oubli. Et avant de vous quitter, Mirror and Stress avec Gaël et Vida juste après ce journal, suivi d'un film, un film dramatique, Ma vie pour la tienne. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt, demain à 20h30 sur Cool TV. Au revoir.